Si c'est à refaire, je le referai, sans ambiguïté, en fonction des objectifs justement de ceux qui ont pris le pouvoir. Parce qu'il faut dire que l'acceptation d'être au sein du Parlement ne l'est pas pour des recherches de privilèges et autres. C'est une adéquation entre les objectifs de ceux qui ont pris le pouvoir et l'engagement qui était le nôtre, d'autant plus que nous avons appelé à ce changement de pouvoir depuis fort longtemps. Et c'est fort même de cela que, quoique étant acteur de la société civile, lors des élections 2023, nous avons été candidats, moi singulièrement, aux législatives, parce qu'il était question pour moi de poursuivre ce combat à tous les niveaux. L'opportunité s'est présentée, le coup de libération est arrivé et j'ai sollicité être au Parlement parce que c'est ce à quoi j'aspirais bien avant même l'avènement du coup de libération. Donc je suis totalement en phase avec la posture et la position qui est la mienne aujourd'hui. On nous avait connus en train de mener plusieurs plaidoyers, quelquefois parce que on n'avait pas suffisamment de relais au niveau du Parlement. Le Parlement est la maison du peuple. Même si en 64 ans, les politiques ont fait croire que c'était la maison du politicien. Mais le Parlement est l'endroit où tous les citoyens doivent justement se retrouver pour ensemble définir les grandes orientations du pays. Il n'y a aucun pouvoir au monde qui existe sans l'aval du Parlement parce que tout part de la loi. Donc moi, dans cette optique, le Parlement pour moi c'est cette maison où on est censé redéfinir le paysage civique, politique, économique de notre pays, du futur Gabon, du Gabon auquel on aspire. Et c'est en ce sens que, en tant que député de la transition, j'estime que c'est un sacerdoce pour moi de m'assurer que les textes qui vont être pris se doivent de l'être dans l'intérêt du plus grand nombre. Oui, elle demeure. Dans sa configuration, parce que c'est la première fois qu'un Parlement se retrouve avec autant de sensibilité. On a des militaires, on a ceux de la société civile, on a des religions, on a des politiques. Maintenant, est-ce que ce Parlement joue pleinement son rôle de maison du peuple? Je vous dirais non. Non dans le sens où, malheureusement, il est majoritairement politique. Et le politique reste politique. Il y a des textes, notamment ceux de portée politique, qui ne sont pas forcément et à 100% en phase avec peut-être la volonté exprimée par la population. C'est politique. Il peut aussi avoir des postures où on sent toujours que c'est le politique qui tire la veste de son côté, quand bien même ceux comme nous qui sommes de la société civile, étant très en minorité, essayons d'orienter le débat ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au-delà de ces divergences d'opinion, même si nous sommes en minorité, on arrive à se faire entendre. Sur des textes qui ne sont pas forcément de portée politique, on a une adhésion massive de tout le monde. J'en veux pour preuve. En tant que parlementaire, j'ai eu à initier 3 propositions de loi qui sont présentement en examen. Une proposition de loi portant protection et promotion des personnes vivant avec un handicap. Voyez-vous, ça faisait près de 30 ans que les personnes vivant avec un handicap tentaient de faire passer au Parlement une loi, mais sûrement qu'ils n'avaient pas un interlocuteur qui était sensible à leurs questions. Et là, c'est en examen, ça va être adopté assurément à la prochaine législature. J'ai fait une proposition de loi portant création, organisation des organisations de la société civile pour donner un cadre spécifique aux ONG et une proposition de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains que nous sommes. Comprenez qu'il aurait été inconvenable pour moi en tant qu'acteur de la société civile de sortir d'ici sans pour autant avoir bâti un cadre législatif qui va me protéger demain quand je vais repartir. Donc vous voyez, c'est en ce sens que je dis, oui, c'est la maison du peuple parce que ça nous permet à nous
de faire passer des textes qui ne sont pas forcément politiques, mais qui le sont dans l'intérêt du plus grand nombre. Oui, ça je l'ai toujours dit, je l'ai dénoncé à la faveur de plusieurs conférences de presse, notamment lorsqu'il s'est agi de nommer les parlementaires. Parce qu'il était question d'avoir 25 parlementaires de la société civile, les autres répartis entre les politiques et les militaires. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où, au nombre des 25, on a des politiques qui étaient des cadres du PDG, nommés comme étant des parlementaires de la société civile. Et ma première conférence de presse, 2 semaines après ma nomination en tant que vice-président, portait justement sur cette dénonciation. Mais voyez-vous, quand on dénonce, comme on était tous dans l'euphorie, c'est la même population qui vient crier souvent en disant « Oui, le président veut l'inclusivité, vous venez imposer vos choses, est-ce que c'est votre coup d'état et tout ce qui s'ensuit ?» Bon, malheureusement, c'est un peu notre psychologie, mais j'avais déjà avisé que dans cette configuration, ce serait assez compliqué d'avoir, en période de transition, des organes qui sont majoritairement politiques, surtout des politiciens issus du système de CHU. Mais tout compte fait, on se bat du mieux qu'on peut ici, quoi qu'étant du système de CHU, comme je l'ai dit, en dehors des textes qui sont de portée politique, mais sur les autres textes, je n'ai rien à redire sur la position de mes collègues, quoi qu'étant issus du PDG, parce que là, on retrouve l'esprit patriotique, mais quand ce sont des textes politiques, ça devient un peu compliqué. On dit que la transition s'achève le 12 avril. Non, en fait, elle ne s'achève pas le 12 avril. Le 12 avril marque le premier pas de la fin de la transition, parce que la transition s'achève avec le renouvellement de tous les organes. Mais le premier organe à être renouvelé, c'est l'organe de l'exécutif. Ensuite, on aura sûrement les élections pour le compte du pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif exécutif étant élu, ce sont eux qui vont maintenant constituer le pouvoir judiciaire, d'autant plus que la Cour constitutionnelle, elle est composée des juges constitutionnels proposés par l'exécutif, par le législatif, mais aussi par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc ce n'est qu'à cet instant, quand on aura normalement installé la Cour constitutionnelle, qu'on pourrait estimer qu'on est totalement sorti de la transition. Positivement parce que dans cette configuration, le Gabon sera le premier pays en transition à organiser des élections en un laps de temps. Voyez-vous, dans l'histoire des transitions et des coups d'État, la configuration a été toujours la suivante. Soit on rallonge les périodes de transition, et que même à l'issue de ce rallongement des périodes de transition, on ne va pas se mentir, en dehors du cas du Mali, mais sur 100% des transitions, ceux qui étaient les militaires qui ont pris le pouvoir ont toujours été candidats à la première élection post-transition. C'est partout ainsi, je dis en dehors du cas du Mali. Donc, moi je me réjouis que l'on sorte rapidement de la transition, parce que même si on l'aurait rallongé de 5 ans, les mêmes militaires auraient été forcément candidats. Donc, plus tôt on sort, plus tôt ça permet aux citoyens de retrouver l'ordre constitutionnel et de mieux se préparer pour les futures batailles. Les délais sont courts en matière de préparation. Donc, si l'élection se tient en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, nous serons en gros à 6 mois de la fin de la transition annoncée. Et donc, je pense que pour ceux qui nourrissaient des ambitions, c'est pas à 2 mois d'une élection qu'on se prépare en conséquence. S'il y avait de ceux qui nourrissaient réellement des ambitions, je pense que ces personnes ont commencé à se préparer depuis, parce qu'une présidentielle ne s'organise pas, ne se prépare pas en quelques mois. Peut-être ceux qui n'étaient pas dans ce schéma et qui ont été rattrapés par le cours du temps et qui ont peut-être nourri l'envie aussi de se présenter, se retrouvent un peu pris de court
par rapport aux délais qui ont été annoncés. Donc, cela peut être diversement apprécié. Mais je pense que ceux qui souhaitaient vraiment se préparer et se présenter ont pris les dispositions dans ce sens. L'appréciation, elle peut être mitigée, et ça s'entend. Mais ce caractère mitigé, il ne faut pas qu'on le dissocie également de la réalité, malheureusement. Tout à l'heure, j'ai rappelé qu'en dehors du Mali, tous les pays en transition, les militaires qui sont au pouvoir ont toujours été candidats. On a suivi l'actualité en Guinée où on a vu qui appellent à ce que le président Doumbouya soit candidat. Au Mali, on a vu, ils appellent. Au Burkina, c'est donc une réalité à laquelle on ne peut pas se soustraire. C'est une réalité. Moi, je suis quelqu'un de direct. J'avais émis le vœu, au début de la transition, que les militaires ne se présentent pas, même si effectivement c'était sans grande motivation, compte tenu de la réalité. C'était un vœu, parce que je souhaitais que le Gabon devienne la deuxième exception après le Mali. Ça ne l'a pas été. Aujourd'hui, la disposition de l'article 190 combinée à la disposition de l'article 375 permettent effectivement à ceux qui sont régis par des statuts particuliers tels que les militaires, les auxiliaires de commandement, les magistrats, les comptables publics, de se présenter uniquement aux élections post-transition. Uniquement. L'article 190, quand nous, au niveau du Parlement, on reçoit le projet de code électoral, il n'y a pas de verrou en ce qui est de ces personnes régies par des statuts particuliers. Le Parlement fait un amendement en y insérant le principe selon lequel ceux qui veulent se présenter, donc militaires et autres, doivent soit démissionner ou faire une demande de mise en disponibilité. C'est le Parlement qui introduit cet amendement. Et en l'article 375, le Parlement rajoute que cela doit se faire un mois au trop avant la date du scrutin. Donc, pour les militaires qui souhaitent se présenter à l'élection présidentielle, ils doivent premièrement remplir les conditions de l'article 190, soit démissionner ou faire une demande de mise en disponibilité. Et ils doivent remplir les conditions de l'article 375, faire tout cela un mois au moins avant la tenue du scrutin. Ce sont ces amendements-là que le Parlement de la transition a introduit dans le code électoral parce que des bruits de couloir voulaient aller dans le sens de modifier les statuts particuliers. Et le Parlement s'est totalement opposé en disant que la modification des statuts particuliers venait maintenant normaliser ce qui devait relever de l'exception. Pourquoi exception? Mais parce que ces statuts particuliers sont toujours en vigueur. Ça n'empêche pas que celui qui est en fonction est militaire. Ça n'empêche pas que les délégués spéciaux, on est des militaires. Ça n'empêche pas que les parlementaires, on est des militaires. Et donc, dans cet esprit, le législateur s'est dit, pour la première élection post-transition, vu que ces personnes occupent déjà ces fonctions, tout en étant régies par ce statut particulier, cette disposition peut être élargie uniquement aux élections post-transition. Mais ce n'est pas applicable de façon continue à toutes les élections. Exceptionnellement pour ça, pour créer ce pont entre les fonctions qu'ils occupent présentement et ce qui peut être fait par la suite. Non, nous, au niveau du copie citoyen, on a été clair. Nous sommes d'abord sur l'éveil de conscience. Là, je parle en tant que, certes, copie membre du copie citoyen, je ne peux pas m'en dissocier, mais surtout en ce qui est du combat qui est le mien. Et pourquoi je le dis? Je l'ai toujours dit aux gens, beaucoup de gens me l'ont dit, je peux vous le dire en toute franchise. Oui, mais tu peux te présenter, ainsi de suite. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même sous le système de CHU. J'ai eu beaucoup de propositions dans ce sens, des personnes prêtes à payer ma caution à la présidentielle, quasiment les mêmes personnes qui ont payé nos cautions législatives pour nous encourager. Mais j'ai toujours dit que je ne fais pas dans la précipitation et dans l'émotion. Peu importe le président qui va arriver au Gabon, avec nos mentalités, ça ne va pas changer grand-chose. Avec le cadre législatif et réglementaire actuel,
ça ne va pas changer grand-chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit la priorité pour moi, c'est le Parlement. Commençons à améliorer le cadre législatif et réglementaire de façon à avoir un cadre où on ressent un véritable équilibre entre les différents pouvoirs. C'est l'objet c'est la priorité qui est la mienne. Ce n'est qu'une fois qu'on aura réussi à faire ça, qu'on aura contribué à améliorer les mentalités de nos compatriotes, qu'on aurait commencé à ressentir une implication réelle et un engagement civique réel de ces derniers, comme ceux de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, quand on commencera à avoir des compatriotes qui ne vont pas aller à un meeting parce qu'on a donné un t-shirt 2000, mais qui payent eux-mêmes leur taxi parce qu'ils veulent aller écouter le message comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, j'estime qu'à cet instant, on peut aspirer à prendre l'exécutif au niveau du Gabon. Mais loin de ces conditions, ça ne sert à rien. On va être là avec les mêmes personnes qui se plaignent. Même pour aller voter, on va dire non, moi j'ai pas l'argent du taxi. Pour aller t'inscrire, jouer ton rôle, oh mais je gagne quoi là-dedans? Malheureusement, nos mentalités sont encore à ce niveau. Et au niveau du copie citoyen, on travaille d'abord sur ces questions. C'est pourquoi vous allez voir que ce mouvement est constitué essentiellement de jeunes. Bon nombre n'ont jamais fait la politique. Et ce sont des personnes qui se prennent elles-mêmes en charge. D'ailleurs, dans notre livret, en ce qui est de notre charte, il y a une disposition qui est claire. Un membre du copie citoyen ne doit pas être une charge pour un autre membre. C'est écrit noir sur blanc. C'est pourquoi on développe beaucoup de programmes d'entrepreneuriat pour permettre à nos membres d'être autonomes. En dehors de quelques combats qui nous restent à mener, notamment le fait qu'on ne veuille pas, ça c'est un combat que je mène, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui continue à présider, donc avoir la direction des élections. Mais le code électoral en l'état constitue une avancée inimaginable. Je prends un cas simple, des choses qui ne s'étaient jamais produites. Ce code électoral dit, par exemple, que dorénavant, les procès-verbaux des bureaux de vote doivent être affichés devant chaque bureau de vote. Dans le bureau de vote, les candidats doivent dorénavant tous être représentés, même s'ils sont 1000. Chacun doit avoir son représentant, chaque représentant doit avoir son PV. Les observateurs nationaux et internationaux sont invités à être présents dans les bureaux de vote, mais pas que, à être également présents sur toutes les étapes jusqu'à la déclaration définitive des résultats de centralisation. C'est-à-dire quand les PV quittent un bureau de vote pour aller au niveau de la commission, les observateurs sont invités à venir voir comment est-ce qu'on comptabilise, comment est-ce qu'on introduit en machine. C'est ce que le code électoral en l'état prévoit. Et ce sont des choses pour lesquelles nos papas se sont battus, ils sont morts, les leaders politiques. Nous, on a pris le combat, mais on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu tomber là-dessus. Et voyez-vous, ironie du sort, c'est qu'on obtient tout ça, c'est sous qui? Sous des militaires, alors que logiquement, c'est sous des civils qu'on devait avoir ces avancées-là. Raison pour laquelle, encore une fois de plus, je ne trouve aucun inconvénient à ce que ceux qui sont régis par des statuts particuliers puissent se présenter uniquement à cette élection qui, pour moi, constitue en vérité la véritable transition. La véritable transition pour moi, c'est le véritable premier mandat constitutionnel. Ce ne sont pas les 18 mois-là de transition qu'on passe, mais c'est ce qui a se faire au cours des 7 premières années post-transition.